Bonjour, dans cette dernière vidéo consacrée aux grands principes de l'évolution, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la part du hasard dans l'évolution. Alors cette part du hasard dans l'évolution, nous en avons déjà parlé puisque nous avions dit que les mutations se faisaient au hasard sur l'ADN. Nous avons dit aussi qu'au niveau de la reproduction, le choix des partenaires, les caractéristiques génétiques allaient aussi se distribuer de manière assez aléatoire dans certains cadres. Et donc on a une réelle part de hasard dans cette évolution. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'influence de la taille des populations dans cette part de hasard. Nous allons parler de ce qu'on appelle la dérive génétique. Alors cette dérive génétique, elle fait appel à la notion de tirage aléatoire. Un tirage aléatoire, c'est par exemple, j'ai 100 individus, j'en prélève 5 au hasard, et donc j'ai autant de probabilité de tirer 5 individus ou 5 autres individus. En termes de probabilité, ça sera exactement la même chose. Seulement, je vais vous montrer que ce tirage aléatoire peut entraîner une perte de biodiversité génétique. Prenons l'exemple de la reproduction. Dans une population, on va se poser la question de qui se reproduit avec qui. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas se reproduire avec tout le monde. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Prenons par exemple une petite population isolée, avec un individu à bec bleu. Si cet individu à bec bleu ne trouve pas de partenaire pour se reproduire, alors il y a une perte potentielle de son caractère bec bleu très fort si cette mésaventure venait à se reproduire l'année d'après, par exemple. Et donc, il y a une perte potentielle de variabilité génétique qui est importante dans ces petites populations isolées. Par contre, si maintenant cette petite population n'est plus une petite population isolée, mais est en lien avec d'autres populations, alors il y aura des échanges génétiques qui pourront se faire et donc moins de risque de perdre des caractéristiques génétiques. Donc plus la population est petite et plus elle est isolée, plus il y a un risque de perte de caractère génétique. Prenons maintenant l'exemple de la prédation. Je prends une grande population d'oiseaux avec la majorité, l'ultra-majorité avec des becs blancs, quelques-uns avec des becs bleus et un seul avec un bec rouge. Je suis un grand prédateur, je viens prélever 5 oiseaux, donc en termes de probabilité, j'ai autant de chances de prélever 5 oiseaux au bec bleu, 5 oiseaux au bec blanc, 3 oiseaux bec blanc, un oiseau bec rouge, un oiseau bec bleu, etc. Par contre, l'impact sur la population ne sera pas le même. Si je prélève l'oiseau bec rouge, eh bien, j'aurai une disparition d'une caractéristique qui était présente dans cette population. Si je prélève 5 oiseaux bec bleu, j'aurai une très forte diminution de la représentation de cette caractéristique dans ma population. Si maintenant je raisonne sur une petite population, je viens prélever à nouveau des individus, je vais en prélever 3. J'ai une probabilité non négligeable de prélever un ou deux becs bleus et donc d'engendrer une disparition de cette caractéristique au sein de la population. Donc bilan, la baisse de variabilité génétique est d'autant plus probable que la population est petite. Or, si j'ai une baisse de variabilité génétique, c'est-à-dire une baisse de la biodiversité génétique, eh bien ma sélection naturelle aura un champ d'action beaucoup plus faible. En d'autres termes, ça veut dire que plus la biodiversité génétique est importante dans une population et dans une espèce, plus cette espèce pourra s'adapter, évoluer aux variations de l'environnement. Si je prends maintenant une population où on a une très faible diversité génétique, et imaginons qu'un parasite vient s'implanter dans cette population, et qu'au final, l'ensemble de ma population soit très sensible à ce parasite, vous comprenez la catastrophe qui peut arriver. Alors que si j'avais une population beaucoup plus riche du point de vue de la biodiversité génétique, eh bien j'aurais peut-être eu des sous-populations très peu sensibles à ce parasite et qui auraient permis justement à cette population de ne pas subir cette catastrophe. Parlons maintenant, toujours dans le thème du hasard, des effets qu'on appelle goulots et fondateurs. Je pars d'une grande population avec beaucoup de becs blancs, quelques becs jaunes, quelques becs bleus, un bec rouge. Certains individus s'envolent et migrent pour une raison ou pour une autre. On les retrouve donc ici, sur leur lieu de migration, avec une faible population. Cette diminution de population, c'est ce qu'on appelle l'effet goulot. Ici, dans mon exemple, vous constatez qu'aucun individu à bec jaune n'a migré
Et donc on se retrouve avec une sous-population qui vient de migrer, qui n'est pas du tout représentative en termes de caractéristiques génétiques de la population initiale. Mais c'est tout à fait probable. Donc ça peut arriver ici, par cet effet de migration et d'effet goulot, on peut avoir aussi une perte de caractère génétique. Maintenant, si cette population nouvellement implantée se plaît, trouve ce qu'il faut pour s'alimenter, pour se reproduire et se multiplie, on va avoir ce qu'on appelle l'effet fondateur d'une nouvelle population. Seulement, on ne va pas forcément garder ces caractéristiques génétiques dans ces proportions ici. On peut, par ce que l'on a dit tout à l'heure, avoir par exemple notre oiseau à bec rouge qui ne se reproduit pas, et donc voir disparaître cette caractéristique. De la même manière, on peut avoir notre oiseau à bec bleu qui se reproduit plus que certains oiseaux à bec blanc. Et donc on peut tout à fait arriver sur ce style de population, avec, vous voyez, pratiquement autant d'oiseaux à bec bleu que d'oiseaux à bec blanc. Donc c'est bien différent de la population mère initiale qui était extrêmement fournie en oiseaux à bec blanc. On ne retrouve plus d'oiseaux à bec rouge du fait de notre effet fondateur ici. Et on ne retrouve plus d'oiseaux à bec jaune du fait de notre effet goulot de tout à l'heure. Sans oublier que sur les petites populations, on a un autre risque qui existe, c'est le risque de consanguinité, donc qui ne favorise certainement pas l'implantation de populations dans des zones isolées. Résultat de cette sélection naturelle. Eh bien, regardons cela sur un tableau et on va poser les choses ici en partant d'une population représentée par la courbe rouge avec un phénotype variable chez les individus. Donc notre plasticité phénotypique dont on a déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos. Le phénotype le plus représenté se trouve sur la ligne en pointillé blanc. N0, c'est la population, le nombre d'individus ayant tel ou tel phénotype. Si on met cette population dans différents milieux, d'abord dans un milieu changeant, ou bien dans un milieu stable, ou bien dans un milieu mosaïque, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une diversité des caractéristiques environnementales qui ne sera pas homogène, alors que milieu changeant, on va avoir un seul changement dans notre représentation ici. Donc qu'est-ce que ça engendre? Tout en haut, lorsqu'on a mis cette population dans un milieu changeant, on s'aperçoit que le phénotype a tendance à dériver ici vers la droite. Donc c'est ce qu'on appelle une sélection directionnelle. On va avoir un caractère qui va être de plus en plus marqué dans la population, un caractère qui sans doute est profitable pour la nutrition, pour la reproduction par exemple. Donc ça, c'est une sélection directionnelle. Au milieu, dans un milieu stable, on voit que on a une richesse en phénotype qui est de moins en moins importante. Et donc, on a tendance à avoir une population de plus en plus homogène du point de vue de ce phénotype. Donc, on a ce qu'on appelle une sélection stabilisante. Et enfin, dans le milieu mosaïque, on va voir qu'on a plusieurs phénotypes qui vont être favorables aux populations. Et donc, ces deux phénotypes, ici dans mon exemple, qui vont apparaître de plus en plus fréquemment dans la population, et on va avoir ici notre courbe avec deux bosses. On peut tout à fait imaginer qu'à terme, cette population se transforme en deux sous-populations, et pourquoi pas deux sous-populations qui ne pourraient plus se reproduire un jour ou l'autre, et donc on arriverait ici dans l'histoire de spéciation, donc dans la formation de nouvelles espèces. Je voudrais finir cette partie concernant l'évolution des espèces sur la notion de coévolution, pour vous rappeler que chaque espèce dépend de l'autre, et que notre évolution dépend de l'évolution des autres espèces au final. Vous pouvez penser par exemple à la forme des fleurs, à la couleur des fleurs, et puis aux insectes, et puis bien entendu au lien entre ces insectes et la pollinisation, entre ces fleurs et la nutrition de nos insectes par exemple. Prenons ici le koudou et l'acacia. Un exemple bien connu, on sait que le koudou en fait adore les acacias et adore dévorer les feuilles des acacias. Bien sûr, les acacias se sont rebiffés. Alors on va faire un petit match et on va compter les points. D'abord, les acacias ont muté avec des bourgeons qui ont été transformés en épines. Donc un point pour les acacias. Mais le koudou, lui, a subi la sélection naturelle et donc les koudous ayant les langues les plus agiles ont été favorisés. Donc un point partout.
l'acacia est toujours mangé par notre koudou. Alors le koudou continue à dévorer l'acacia, sauf que l'acacia, par la sélection naturelle, eh bien, va au final avoir de plus en plus d'individus qui vont développer des tanins au niveau des feuilles, qui donnent un goût désastreux à ces feuilles. Et au bout de 20 minutes, en fait, quand un koudou commence à brouter un acacia, eh bien, au bout de 20 minutes, les feuilles de l'acacia deviennent vraiment inconsommables, elles sont vraiment dégueulasses. 2 points pour l'acacia. Mais les koudous ont changé leur comportement, puisque toutes les 15 minutes, eh bien, ils changent d'acacia. Donc ça les empêche de brouter des feuilles qui ne sont pas bonnes. Donc 2-2. L'acacia va muter et libérer des phéromones pour aller communiquer auprès de ses congénères, leur dire que au final, il est en train de se faire brouter les feuilles et qu'il va falloir il prévient ses congénères, comme ça ses congénères vont pouvoir commencer à produire leur tanin, et quand le koudou va venir, eh bien, les feuilles des acacias voisins seront immangeables. Alors le koudou va lui aussi marquer son 3e point, puisqu'en fait, il va brouter en remontant au vent, c'est-à-dire qu'il va aller vers les acacias qui n'auront pas été prévenus par ces phéromones. Donc match nul, mais on attend la prochaine étape, puisque l'évolution est toujours en cours. Bilan concernant l'évolution, d'abord l'évolution c'est scientifiquement prouvé, ça n'est pas une vue de l'esprit, ça n'est pas une croyance. Deuxième chose, elle est basée sur l'acclimatation des individus et sur l'adaptation des populations qui se transmettent ces adaptations de génération en génération, avec des modifications au niveau de chaque individu qui peuvent se faire par des adaptations entre guillemets physiologiques, en modifiant l'expression des gènes, par des modifications des séquences génétiques, soit liées à la reproduction, soit liées à des mutations, soit par la transmission de variations d'expression des gènes, y compris à la descendance sur quelques générations. Là, je parle d'épigénétique, et puis bien sûr des modifications comportementales des individus. Donc tout cela nous montre qu'il y a des réponses multiples qui entrent en compte dans l'évolution des espèces, et que cette évolution des espèces fait bien l'objet d'une sélection naturelle. Et on avait vu un schéma de ce type-là qui nous montrait qu'une population pouvait varier du point de vue physiologique, biochimique, de son expression génétique, mais aussi de son comportement. Elle pouvait tout à fait aller rechercher un nouvel habitat. Bien sûr, il y a des extinctions, mais il y a aussi des modifications génétiques qui sont transmises, soit du point de vue de la séquence, soit de l'expression, et qui engendre ce qu'on appelle la spéciation. La spéciation, ce sont donc des populations qui deviennent tellement différentes qu'elles ne sont plus capables de se reproduire entre elles, et ça devient 2 espèces totalement différentes. Alors selon le type d'isolement qui a permis cette spéciation, on va donner des noms différents. Si on a une séparation physique entre les populations, on va parler de spéciation allopatrique. Si c'est une migration, de spéciation péripatrique. Si c'est un déplacement proche, de spéciation parapatrique. Si c'est un changement génétique interne dans la population, on va parler de spéciation sympatrique. Et donc, la sélection naturelle va permettre l'évolution des espèces. Enfin, je voudrais terminer sur une petite question. Est-ce qu'au final, cette sélection naturelle sélectionne systématiquement des caractères qui sont favorables à l'individu? Ici, par exemple, le paon, vous voyez, donc sa magnifique parure. Alors, je comprends bien l'intérêt du point de vue de l'attrait sexuel. Par contre, je vous laisse imaginer ce que ça peut engendrer aussi du point de vue de la prédation, du point de vue de la mobilité, et vous comprendrez que la sélection des caractères, c'est pas aussi simple, et ça n'est pas toujours des caractères favorables qui sont sélectionnés. À très bientôt sur une autre thématique.